Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Commençons avec le cours du BTC, 117 000 $, plus 3,6%, Ethereum 4 300 $, plus 5%. Alors, le marché s'attend encore à une baisse des taux d'intérêt, des taux directeurs de la Fed pour le 29 octobre. Une baisse encore de 0,25%, 94% de chances qu'on ait cette baisse. Donc bon, c'est exactement ce qui était prévu malgré certains éléments d'incertitude économique aux États-Unis. Mais bon, rien qui change la prédiction de la Fed pour le moment. En tout cas, ce qu'on peut dire vraiment, c'est que les ETF Bitcoin, là, lundi, mardi, ils n'ont pas perdu du temps. 1 milliard de dollars d'achetés par les ETF Bitcoin, quasi 1 milliard sur 2 jours. C'est la folie. Donc là, les ETF, ils sont là, ils font pas semblant. Au niveau d'Ethereum, une journée lundi de fou furieux, 546 millions. Et hier, 127 millions. C'est moins que Bitcoin, mais c'est très... Historiquement parlant, le mois de septembre, c'est un mois de merde avec un regain de la dominance sur le Bitcoin. Par contre, octobre, novembre et décembre, en général, on le verra cette fois-ci, c'est en général considéré comme étant plutôt des bons mois sur les alts, sur l'Ether, etc., etc. Donc normalement, on est dans des périodes où tout est censé s'accélérer. Après, il y a aussi la possibilité qu'on évoque depuis un certain temps maintenant et sur laquelle il faut vous préparer aussi, qu'on soit sur des cycles plus longs ou que cette fois-ci, ça soit différent. Moi, j'y crois pas. Mais bon, pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on soit toujours sur ce qu'on a connu par le passé avec une très bonne fin de trimestre, début du premier trimestre de 2026. Ça reste le scénario le plus probable pour moi. Après, tout à fait possible aussi qu'on soit sur un cycle plus long parce que le business cycle, là aussi, il semble être plus long, c'est-à-dire plutôt sur une période de 5 ans plutôt que de 4 ans. Ça aussi, on en a pas mal parlé sur YouTube. Évidemment, il faut avoir aussi une bonne psychologie, une bonne gestion du risque et donc un bon plan, une bonne stratégie. Okay, un x10, ça n'arrive pas tous les jours. Vous pouvez avoir 9 projets sur lesquels vous investissez qui vont stagner et qui vont mourir et un seul qui va faire x10. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de se diversifier. C'est en gros, de toute façon, c'est simple. C'est la loi des vici justement qui est appliquée aux cryptos. C'est-à-dire qu'il faut absolument vous diversifier. C'est crucial. Si vous ne le faites pas, vous augmentez le niveau de risque de manière considérable. Donc ne mettez pas tout sur un seul altcoin. Ne soyez pas amoureux de vos bases. La fiscalité évolue, on parle de d'une flat tax peut-être à 36%, et vraiment on est tous très très contents d'entendre ça, hein, ça fait vraiment très plaisir. Mais en tout cas, on cherche de l'argent dans ce pays, la fiscalité est en mouvement constant et ça va concerner aussi de près ou de loin les cryptos. Alors je dois dire que j'aurais aimé qu'on parle plus du fond, mais il y a certains points, et notamment celui de environnemental, sur lequel je vais vous répondre avec énormément de conviction, mais sur la forme quand même parce que je ne veux pas l'éluder. Ce n'est pas ma délégation dont on parle là. Et c'est assez révélateur finalement de la manière dont on envisage les cryptos aujourd'hui. En fait, crypto, on pense numérique. Quand on parle crypto-monnaie, et surtout crypto-monnaie locale, on parle de solidarité, on parle de tourisme, on parle d'économie, et c'est un sujet qui est transversal. Et donc, je ne crois pas que vous demandez à vous, conseil municipal, votre avis sur ce sujet soit baroque. Au contraire, je trouve que c'est bien de poser la question de est-ce qu'on part sur une étude, est-ce qu'on part sur une concertation, est-ce qu'on prend en compte les usages du quotidien qui existent vraiment en matière de crypto-monnaie, et si on est OK, eh ben on avance ensemble. Et alors j'assume cette innovation, si vous pensez que c'en est une, moi je trouve ça plutôt pas mal. Sur l'impact environnemental, ça c'est fondamental. Aujourd'hui, quand on veut faire des énergies renouvelables, on sait qu'on a des pics de consommation, on a du haut, du bas, on a une instabilité du réseau électrique. Et le minage de Bitcoin au Texas, notamment, a permis de stabiliser, il y a quelques années, ils l'ont adopté depuis 2022, a permis de stabiliser le réseau électrique. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux énergéticiens, et notamment la Deutsche Telekom, se sont intéressés à cette question du minage comme un levier pour pouvoir stabiliser le réseau électrique. Et ça permet de renforcer justement les énergies renouvelables. Aujourd'hui, les énergies renouvelables fonctionnent trop souvent encore avec du gaz derrière pour stabiliser le réseau. Donc là, on a en fait un levier et à ce titre, le minage a une vertu écologique que je vous demande de considérer, puisque c'est pour ça que je parlais de la littérature scientifique dans cette motion, et j'ai l'intégralité de cette littérature à votre disposition. Je n'aurais jamais proposé cette motion si je ne l'avais pas vérifiée avec des énergéticiens et des gens de métier.
Croyez-moi, on l'a au Texas, on l'a en République démocratique du Congo, dans les chutes du Virunga, où c'est un modèle économique sur des usines hydrauliques qui a réussi à décoller. Enfin, vraiment, on peut plus dire aujourd'hui que le minage est délétère pour l'environnement. C'est pas parce que ça consomme de l'électricité que c'est mauvais. Si on consomme de l'électricité qui permet de stabiliser un réseau, au contraire, c'est extrêmement vertueux. Pourquoi ce projet est extrêmement puissant ? Déjà, c'est la première blockchain 100% stablecoin. On pourra également faire de la DeFi avec, donc un petit peu comme Aave pour ceux qui connaissent. Et leur but sera de propulser en avant le USDT dans le système financier du monde entier. Beaucoup de cryptos ont des fondamentaux intéressants, des idées intéressantes, voire même révolutionnaires, mais malheureusement, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour se démarquer par rapport à la concurrence. Ce n'est pas le cas de Plasma, puisque si on descend un petit peu ici, on peut voir que parmi les investisseurs, on retrouve Paolo Aronio, je crois que ça se dit comme ça, Ardonio, c'est le PDG de Tether, voilà, c'est simple que ça. Bitfinex, Bybit, Peter Thiel, qui était, il me semble, PDG chez PayPal à l'époque. C'est pas des petits gars dans leur garage qui, d'ici 10 ans, auront fait Microsoft. Là, c'est des gars qui ont déjà fait leurs preuves dans le passé, et cerise sur le gâteau, Bybit, l'exchange top 3 dérivé, plus personne le présente. Ici, sur le site de Plasma, si on descend un petit peu, on peut voir que les transactions sont extrêmement rapides, plus de 1000 transactions par seconde, et les frais de transaction, regardez ça, 0 USDT, pas besoin d'avoir du BNB, pas besoin d'avoir du Polygon, pas besoin d'avoir du Ethereum Price, tout ça c'est fini. Au pire, vous avez juste besoin de quelques centimes de dollars, mais souvent ça sera 0. Le problème avec Hyperliquid, c'est que les core contributors, qui sont des mains faibles, dans le sens que ça va probablement faire une pression à la vente, ils vont très bientôt commencer à recevoir leurs tokens. Donc, si on regarde la charte, zut, elle est pas disponible ici, mais on peut voir qu'à partir du 13 novembre, il va y avoir une énorme pression à la vente. Donc, si vous faites des bénéfices avec Hyperliquid, mettez des stop-loss. Protégez-vous. Et pour les plus compétents, mettez des trailing stop avec un L au milieu de trailing. P-Network accusé d'avoir détourné 20 millions, la crypto s'écroule. Alors on va pas lire l'article, si vous voulez je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller voir, mais effectivement on pointe clairement dans cet article une mauvaise gestion et la disparition de plus de 20 millions de liquidités, et on a des affaires de dépôt de plainte qui viennent ternir l'image de P-Network. Donc effectivement on est en train de traverser une grosse tempête pour P-Network, que ce soit au niveau de la crypto, que ce soit également au niveau médiatique et au niveau de l'image. Je ne sais honnêtement pas si P-Network réussira à s'en remettre. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette communauté, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe ou aux États-Unis, mais de ce que j'en vois quand je me renseigne un peu sur le projet Pi, sur les actualités, c'est que le projet ne délivre pas, il n'y a pas d'application décentralisée, il n'y a pas de use case, il n'y a pas de fonctionnalité folle autour de la crypto, et la plupart des projets crypto qui n'ont pas justement de fonctionnalité voient leur tokenomique être complètement dilué une fois l'aspect spéculatif du listing terminé, et j'ai bien peur que ça soit le cas pour P-Network. Je serais vraiment pas étonné que P-Network descende à 10 centimes, à 5 centimes, voire à 1 centime. Je sais que pour beaucoup ça va faire mal d'entendre ça, mais c'est ce que je crois aujourd'hui, 1er octobre 2020. En attendant, on a Coinbase qui ne perd pas de temps, qui va lever 1 milliard de dollars on-chain à travers un emprunt grâce à Morpho. Très intéressant, ils ont déposé des BTC et ils ont récupéré 1 milliard de dollars en emprunt. Merci Morpho pour la liquidité, mais c'est pour vous montrer que ça va très vite, encore une fois, dans la finance décentralisée, et qu'on a des gros acteurs qui, ça y est, commencent à s'intéresser à la finance centralisée et à s'intégrer dedans et en profiter. Et ça, c'est un point qui est très positif, parce qu'1 milliard de dollars à lever et à emprunter, c'est pas du jour au lendemain, même en finance traditionnelle, mais en DeFi, ça se fait quand même beaucoup plus simple. L'idée est très simple. Chaque fois que vous faites un échange dans l'app, une partie de ce que vous payez en frais vous est rendue automatiquement sous forme de Borg staké. Alors, pourquoi staker et pourquoi c'est important ? Eh bien parce que d'un côté, ça augmente votre rang de fidélité, ce qui peut encore plus réduire vos frais sur vos prochains trades, et de l'autre, il retire ces tokens de la circulation tant qu'ils restent stakés, ce qui évite une pression vendeuse immédiate. Et pour alimenter ce système, Swissborg prévoit des rachats de Borg sur le marché d'environ 15 millions de dollars par an, sachant que c'est une estimation prudente qui pourrait être plus élevée selon eux, mais qui représente déjà 20 fois les rachats effectués en 2024. Eh ben, la Suède, ça va être l'un des premiers pays, surtout en Europe. Pour rappel, la Suède fait partie de la communauté européenne, mais fait pas partie de l'euro. Ils ont encore leur propre devise. Et ils ont décidé de s'aligner avec les US, on peut dire. Donc il y a des gens là-bas, un parlementaire qui a proposé
une réserve stratégique de Bitcoin et surtout, formellement, il déclare que la Suède n'introduira pas de CBDC. Donc c'est plutôt un parti pris à l'américaine, plutôt que ce qu'est en train de faire la communauté européenne, vous le savez. Trump annonce qu'il pourrait retirer à Taïwan la protection militaire américaine. J'imagine que du côté de Pékin, ça doit clignoter dans tous les sens. Et pourquoi Trump brandit-il cette menace ? Eh bien, parce que le producteur de puces taïwanais TSMC, le numéro 1 mondial, refuse cette proposition de partager sa production à 50-50 entre Taïwan et les États-Unis. Bon, ce qui veut dire qu'évidemment, ça priverait Taïwan d'une partie de ce qui constitue l'essentiel de ses ressources à l'exportation, donc les fameuses puces haut de gamme qu'on retrouve dans les smartphones et aujourd'hui dans les GPU qui sous-tendent l'intelligence artificielle. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. Alors je vous propose de commencer par la mauvaise, comme ça on met ça de côté et puis après on repassera aux bonnes. Alors la mauvaise nouvelle, vous le savez, c'est que aujourd'hui, 1er octobre 2025, on est en plein shutdown aux États-Unis. Le gouvernement aux États-Unis est complètement coincé, bloqué. Il y a des fonctionnaires, 750 000, qui sont au chômage technique. Certains secteurs d'activité tout simplement ne fonctionnent plus. Alors temporairement ou pas, ça va être la grande question. Mais en tout cas pour le moment, certains emplois, certains secteurs d'activité ne sont plus payés. Donc chômage technique. Et il y a peut-être même d'ailleurs le fameux chiffre du NFP qui sera publié vendredi, qui ne le sera peut-être pas, puisque justement ceux qui font les statistiques là, peut-être n'auront pas les moyens de le faire. Et comme si ça ne suffisait pas, hier on a eu droit à une cerise sur le gâteau. Les chiffres ADP de l'emploi. On attendait 52 000 créations d'emplois, résultat c'est sorti à moins 32 000. Ouais, moins 32 000. Mais attendez, c'est pas tout. Le mois dernier, on nous avait annoncé plus 54 000. Ils ont révisé à la baisse. Moins 3 000. En clair, ils se sont plantés. Là, c'est plus du plantage, c'est du vautrage total. Alors, soit on nous prend pour des cons, soit les mecs qui pondent ces statistiques sont totalement incompétents. Et je précise que ADP, c'est des indépendants. C'est pas des fonctionnaires qui sont pas indispensables. Mais peu importe. Parce que dans le monde merveilleux de la finance, plus c'est mauvais aujourd'hui, plus ça monte. Et hier, c'était l'illustration parfaite. Encore une fois, on a des chiffres de l'emploi qui sont dégueulasses, qui montrent que l'économie est en train de ralentir de manière drastique et les marchés repartent à la hausse parce qu'on va baisser les taux. Oui, je suis désolé, je vous le répète sans arrêt, mais c'est juste la manière dont on fonctionne en ce moment. Donc encore plus intéressant, lors justement du dernier shutdown, le S&P 500 avait non seulement tenu bon, mais il avait pumpé de 10% sur cette période-là et même de plus 16% sur 6 mois après. Donc à court terme, il y a du bruit. C'est pour ça que je t'ai fait une mini en disant ignore le bruit, ignore un peu la peur, la panique qui est actuellement sur le marché et ignore surtout l'incertitude. C'est là et c'est dans ces épisodes-là de blocage politique qui n'ont jamais d'ailleurs cassé la dynamique haussière. Au contraire, que c'est peut-être un moment où en fait c'est intéressant et on est sur une phase d'opportunité. Donc si tu profites de ce moment-là, n'hésite pas à me le dire également pour savoir quelle est ta stratégie actuellement. Donc le gold, on le voit, nouvel ATH, 3897 $, très grande reprise, énormément de volume. Évidemment qu'il y aura toujours des prises de profit qui vont être faites. Donc là, ça risque d'aller chercher des nouveaux actifs. Et vous le savez, le Bitcoin est souvent un grand gagnant des liquidités et des prises de profit du gold, tout simplement parce que le Bitcoin est plus liquide, il est plus simple à transporter. Et en plus de ça, évidemment, il y a après la possibilité de pouvoir plus facilement faire travailler son argent. Donc le gold, très grande reprise. Attention évidemment, on est toujours ici dans des zones de surachat, dans des zones même d'essoufflement acheteur. Donc à court terme, ça va être difficile pour le gold de vraiment poursuivre, même si je rappelle que quand un actif est en découverte de nouvelles ATH, même le fait d'être en zone d'essoufflement acheteur peut permettre de poursuivre le mouvement. Donc le gold, c'est sain, ça se passe très bien. Celles et ceux qui en ont en portefeuille, c'est intéressant. Ça dépend d'à quel moment est-ce que vous êtes rentré, mais quelques prises de profit peuvent être intéressantes. Et sinon, évidemment, ça partage un signal positif pour le Bitcoin. Pas grand chose à dire. On est globalement dans un range entre les 117 000 et les 108 000 $. On est venu chercher 2 fois le haut du range, 2 fois le bas du range.
Par où est-ce qu'on va sortir? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Si on sort du range par le bas, la prochaine target, c'est quasiment les 100 000. Par contre, si on sort par le haut du range, pour moi, les nouvelles targets, ce sont les all-time high, donc des nouveaux ATH. Pour l'instant, on n'a aucune idée de par où on va sortir. Attendons de voir si on a d'autres rate cuts avant la fin d'année. Est-ce qu'on a d'autres problèmes qui vont arriver, par exemple des guerres quelque part sur la planète? On n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, comme vous avez pu le voir sur beaucoup de graphiques différents, c'est un appel à ne rien faire. Tout simplement, patientons et restons hors du marché si vous l'êtes. Cherchez des points d'entrée si vous avez du cash de disponible. En tout cas, ce n'est pas du tout le moment pour reprendre des gros leviers. Le Bitcoin est à la croisée du chemin. Nous sommes peut-être à l'aube d'un nouveau bull market, d'une nouvelle jambe haussière. C'est ce que le prix a l'air de vouloir dire, mais je pense croiser des chemins parce qu'entre guillemets, je considère que la thèse bearish qui est la mienne, enfin qui est encore la mienne au moment où je vous parle, est fortement entachée par des graphiques qui disent exactement le contraire pour l'instant. Et du coup, on pourra se servir de cette bougie daily, cette open daily et ce début d'open monthly comme point de référence en disant ok, c'est le bull market promis. Regardons un petit peu, on a quand même un double bottom weekly qui vient de se dessiner, ou en tout cas qui est en cours de dessin sur le graphique. Personnellement, c'est des choses que je respecte comme étant ultra important. Si on se met en ligne, il est parfaitement visible. La zone la plus importante, c'est la fameuse trendline des 2 précédents cycles. C'est ça qui nous empêche de continuer d'aller chercher une expansion haussière, c'est-à-dire d'avoir un Bitcoin qui va à 130, 135, 140 000 $. Ici, on travaille cette trendline depuis pas mal de temps. On a eu plusieurs rejets. Donc, dans l'idée, bien sûr, c'est pas juste de revenir prendre les stops au-dessus de la TH et de se faire rejeter. Non, faut vraiment venir casser cette trendline pour rentrer dans ce qu'on appelle un climax run, c'est-à-dire une grosse accélération. La saisonnalité pourrait le permettre. Je rappelle que souvent, le dernier trimestre de l'année est le trimestre le plus haussier. En tout cas, historiquement, octobre est souvent un très bon mois. On verra bien si c'est le cas ce mois-ci ou pas. La première possibilité, c'est un régular, pardon. Un régular, ça veut dire qu'on va venir péter le top directement. Structure simple. La deuxième possibilité, c'était une structure corrective un peu plus grande. Donc, il va push et ensuite, il va drop pour valider ici ce qu'on appelle un running. S'il valide un running, on aura un nouveau plus bas et ça sera une autre opportunité pour buy. Ça ne changera pas le buy. Donc, pour les flashman, on prend du recul. Et on surveille ça. On attend quoi? On attend la fin de cette structure corrective et ensuite un... Quand on parle de NFT, la plupart des gens pensent uniquement à la partie art parce que c'est la partie qui est mise en avant avec les CryptoPunk, avec les Pingu Penguin et ce genre de choses. Qui est, en gros, tu vends une image ou tu vends des pixels ultra chers. Après, dans mon bouquin, je parle par exemple du stockage, comment s'assurer que le NFT ne soit pas juste stocké sur un pauvre site web qu'on peut éteindre du jour au lendemain. Mais après, il y a les NFT dans la musique avec le fait de verser par exemple des royalties. C'est-à-dire que tu crées ta musique. Aujourd'hui, quand tu es compositeur, c'est assez compliqué de pouvoir se déployer tout seul. Tu es obligé de passer par des espèces d'agents, si on peut dire ça comme ça, qui vont, eux, diffuser ta musique et qui vont se débrouiller pour les royalties et qui vont te les reverser. Là, l'avantage, c'est que tu peux vendre une partie de tes droits, en garder une autre partie, tu peux récupérer de l'argent au fur et à mesure. Tu peux avoir également ce qu'ils appellent ce qui est objet numérique, les collections. Ça peut être des collections de chaussures, ça peut être, par exemple, je connais une personne qui travaille dans le secteur du luxe et son métier, c'est de faire de la détection de faux sacs à main, Louis Vuitton, Chanel, ce genre de choses. Et donc là, l'avantage, c'est que tu peux dire, le sac à main est lié à un numéro, le numéro de série sur le sac à main est lié à un NFT. Et quand tu vends ce sac à main, tu vends le NFT avec. Donc, tu vends la propriété. Tu t'assures que la propriété, tu as une traçabilité. Tu as tout un tas de choses qui sont plutôt assez intéressantes. Après, tu as tout ce qui est lié au gaming. On parle de terrain virtuel où tu peux faire de l'exploitation dessus. Tu peux construire des choses dessus. Tu peux toucher des loyers dessus. Après, tu peux avoir des persos et tu peux faire de la location de persos, par exemple, dans des jeux. Ça peut être, voilà, un NFT, exactement, c'est un titre de propriété.
tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.